Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte 7e Académie, panorama des méthodes de contrôle de fuite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler panorama des méthodes de contrôle de fuite. Les outils de simulation font partie intégrante des démarches proactives de conception et d'investigation, tant au niveau des produits que des process. Les essais, normalisés ou non, restent une étape de validation capitale dans le processus de mise sur le marché des produits. Maîtriser le couplage essai-simulation devient crucial pour répondre aux enjeux de coût, de qualité et de délai. Découvrez les techniques de contrôle d'étanchéité et de mesure de fuite dans l'industrie. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par M. Steven Pasquereau, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Pasquereau, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci, Monsieur Souma. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, je suis Steven Pasquereau, technicien d'essai étanchéité au CETIM, au laboratoire pôle et technologie de l'étanchéité. Je fais partie du site du CETIM depuis 2001 et j'interviens au quotidien dans la réalisation et la conception d'essais d'étanchéité. Je vais vous présenter aujourd'hui différentes techniques de mesure de fuite. Je vais vous passer rapidement les contextes marché et enjeux industriels qui vous ont été présentés précédemment par Monsieur Souma. Et je vais vous présenter un peu le sommaire oralement de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler de la fuite. Qu'est-ce qu'une fuite? Quelles sont les unités de mesure et les analogies? Ensuite, nous aborderons le contrôle de fuite. Pourquoi réaliser un contrôle de fuite, à quel moment, et ce qui influence le choix de nos méthodes. Après, nous embrayerons sur les différentes méthodes et quelques illustrations visuelles afin de bien représenter ces méthodes. Après la présentation de toute cette méthode de fuite qui constitue un peu le gros de cette présentation, nous aborderons la préparation des essais d'étanchéité et ensuite les compétences requises au niveau des opérateurs réalisant ces contrôles d'étanchéité. Et enfin, dans une dernière partie, nous aborderons le matériel nécessaire pour réaliser ces essais. Alors ce sera quelques exemples de matériel et une présentation relativement succincte. Nous allons donc commencer par le début. Qu'est-ce qu'une fuite? Alors pour avoir une fuite, il nous faut une pression amont et une pression aval de part et d'autre d'un système d'étanchéité, que ce soit une soudure ou un joint. Ici dans le schéma, vous avez représenté un joint torique enfermé entre une gorge sur un plateau, avec une pression en amont et une pression en aval. Vous pouvez avoir deux grands types de fuites sur les systèmes d'étanchéité, et notamment lorsque vous avez une étanchéité liée à un élément élastomère ou poreux. Vous avez la première fuite qui est souvent prédominante, c'est appelée fuite interfaciale, entre l'élément qui réalise l'étanchéité et le plateau. Et vous avez également une deuxième fuite qui est une fuite par perméation qui traverse le milieu. Un milieu élastomère est un milieu poreux comme une éponge, beaucoup moins, mais il reste poreux. Et vous allez avoir un flux de gaz qui va traverser cet élastomère. Pour pouvoir avoir ces flux de fuite, il nous faut, comme je l'ai dit précédemment, une pression différentielle entre l'amont et l'aval. C'est également valable pour une soudure si vous avez deux plaques
qui sont l'une contre l'autre avec une soudure centrale, il faut une pression amont et une pression aval pour pouvoir avoir un flux de fuite. Quelles sont les unités que nous utilisons pour qualifier ces fuites? Et qu'est-ce qu'une fuite mathématiquement parlant et physiquement parlant? Une fuite, c'est une différence de pression observée dans un volume donné qui s'échappe par unité de temps, ou alors une variation de volume à une pression donnée par unité de temps. L'unité du flux de fuite et de la mesure de fuite du système international que vous retrouverez dans toutes les normes est le pascal mètre cube par seconde. Une fuite liquide est-elle quantifiée avec une perte soit en mètre cube, soit en masse en kilogrammes par seconde, ou pour très souvent les équipements frigorifiques en grammes par an. Donc ce sont des équivalences et vous pouvez passer d'une unité à l'autre. Voilà pour les unités de mesure de fuite. Donc c'est une variation de pression dans un volume fixe sur une durée donnée ou une variation de volume à une pression donnée sur une durée définie. Il existe différentes unités. Je vous ai abordé ici l'unité du système international, mais vous retrouverez dans la littérature et dans tous vos documents plein d'unités différentes. Notamment, vous retrouverez assez usuellement le millibar litre par seconde, qui est sensiblement équivalent à l'atmosphère centimètre cube par seconde. Ces unités sont utilisées très fréquemment parce qu'elles sont beaucoup plus parlantes. Le pascal mètre cube seconde est une unité utilisée dans le système international, mais qui du coup est difficile à se représenter. L'atmosphère centimètre cube par seconde représente en fait un volume de 1 cm3 relargué à pression atmosphérique, dans l'atmosphère donc, pour une durée de 1 seconde. Il est beaucoup plus facile de se représenter le centimètre cube que le mètre cube avec des pascals par seconde. Le petit tableau qui est figé sur votre droite représente le flux de fuite délivré par un dé à coudre, l'équivalence. Donc dans la colonne de gauche, vous avez par exemple une valeur de flux de fuite de 1×10-1 cm3 par seconde. Cela correspond à un dé à coudre d'un volume d'environ 2 cm3 relargué dans l'atmosphère en 15 secondes. Si je prends une valeur de fuite plus petite, de 1×10-3 atmosphères centimètre cube par seconde, vous aurez ce volume de dé à coudre relargué dans l'atmosphère, donc de 2 cm3, en 25 minutes. À titre d'exemple, pour vous représenter cette unité un petit peu mieux, ces grandeurs un peu mieux, on a tous eu un jour la mauvaise surprise d'avoir un pneu crevé. On a tous pris notre chambre à air et plongé dans une bassine d'eau afin de trouver la petite bulle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la toute première petite bulle que l'on arrive à voir à l'œil nu, celle où on se demande si c'est la petite bulle qui est restée collée sur la chambre à air quand je l'ai plongée dans l'eau ou si c'est la petite bulle qui sort à l'instant sous mon nez, on est de l'ordre de 10-3 cm3 par seconde à pression atmosphérique, entre 10-3 et 10-4. Alors ce sont des ordres de grandeur que je vous dis, il ne faut pas prendre ces valeurs comme exactes et précises. C'est plutôt pour recontextualiser un petit peu l'ordre de grandeur de l'ensemble de ces unités. Donc on a dit 10-1 atmosphère centimètre cube par seconde, 1 dé à coudre en 15 secondes, 1 dé à coudre en 25 minutes pour 10-3, et ensuite, si je remonte à une unité et un flux de fuite plus petit, 10-7, votre dé à coudre sera relargué en 6 mois, et quand on arrive sur du 10-9, c'est un dé à coudre qui est relargué en 50 ans. Pour pouvoir comparer les atmosphères centimètres cubes par seconde ou les millibars par litre par seconde
à l'unité du système international, il y a tout simplement un rapport de 10. Si vous avez 1 10-9 atmosphères centimètres cubes par seconde, vous aurez 1 10-10 pascal mètre cube par seconde. C'est environ 1 10-10. Il y a un facteur de 1,013 qui se balade entre les unités. Voilà pour cette première partie où on a présenté la fuite, ce qu'est la fuite et quelles sont les unités que l'on utilise pour les mesurer. Je vais passer donc au contrôle de fuite. Dans cette partie, on va aborder le pourquoi du contrôle de fuite. Quelle est la fonction de ce contrôle? Alors la fonction de ce contrôle, c'est donc de prévenir une perte de matière dans un système donné. Cette perte de matière est susceptible d'influencer sur le fonctionnement du système. Il peut aussi influencer sur une contamination de l'environnement, notamment lorsque l'on parle d'émissions fugitives, où là, ce sont les règles environnementales qui vont fixer les critères et les flux standards acceptables pour les critères d'étanchéité lors des contrôles de ces émissions à l'atmosphère, notamment par exemple sur des raffineries. Les fonctions de son contrôle sont donc d'anticiper en observant ou en mesurant d'éventuelles fuites avant éventuellement la défaillance du système ou du composant. Un flexible de frein qui perdrait une certaine quantité de fluide au-delà de son critère d'acceptabilité sera refusé parce qu'il n'effectuera plus sa fonction de freinage, ce qui peut du coup être dommageable pour la machine, les utilisateurs et le reste du système. À quel moment pouvons-nous penser au contrôle d'étanchéité? On peut penser au contrôle d'étanchéité dès la conception du produit, ce qui permet de la mettre en œuvre plus facilement par la suite pendant sa durée de vie. L'objectif en phase de conception sera donc de vérifier les performances du produit neuf, qu'il est bien conforme aux exigences et aux requis pour le bon fonctionnement du produit. L'idée en phase de conception, c'est donc d'anticiper les essais qui seront réalisés en phase de qualification, et ces essais serviront ainsi à vérifier que le produit correspond bien aux exigences requises. Nous pouvons aussi observer des contrôles d'étanchéité en phase de fabrication du produit, tout comme lors de sa phase d'installation, juste avant la mise en fonctionnement. Donc c'est le contrôle final de réception du produit pour vérifier qu'il est toujours conforme. On retrouve également des contrôles d'étanchéité pendant le fonctionnement du matériel pour prédire son vieillissement et une éventuelle défaillance qui malheureusement peut arriver, et du coup on intervient régulièrement pour localiser la fuite lorsqu'il y a eu défaillance et fuite au niveau du système. On retrouve donc des contrôles d'étanchéité dans toutes les phases de vie du produit, de la phase de conception, fabrication, jusqu'à la fin de vie du produit. En fonction de ce que l'on va rechercher, nous allons avoir différents paramètres qui vont influencer le choix de notre méthode. Il existe différentes méthodes pour qualifier différents taux de fuite. Nous avons vu précédemment qu'il existe un panel de niveaux de fuite qui peuvent aller de la bulle à 10,9 cm3, on arrive de l'ordre de l'atome. Pour pouvoir choisir la bonne méthode, il faudra donc choisir la bonne sensibilité en fonction de ce que l'on recherche comme taux de fuite. On ne pourra pas utiliser les mêmes contrôles pour une petite fuite que pour une grosse fuite. Ensuite, nous cherchons à choisir une méthode en fonction de ce que l'on recherche comme fuite. Est-ce que l'on cherche à la localiser ou à quantifier la fuite? Ce ne sera pas forcément les mêmes méthodes qui seront employées. Nous avons également des contraintes mécaniques, les caractéristiques techniques de la pièce qui vont nous limiter dans les techniques utilisables. On verra par la suite dans les différentes méthodes pourquoi. Je l'ai dit précédemment, le critère d'étanchéité requis lors des contrôles d'étanchéité vont déterminer le choix de la méthode, la sensibilité.
Il y a des paramètres qui peuvent sembler anodins, mais qui sont importants également pour le choix des méthodes. C'est l'environnement dans lequel on va réaliser le contrôle. Si c'est un environnement en laboratoire, on peut utiliser quasiment toutes les méthodes, mais si on se retrouve sur une usine, sur un site ou un chantier, ça peut être plus compliqué d'utiliser un matériel de laboratoire comme le spectromètre en plein air. Donc cela va influencer le choix de la méthode. Le temps alloué pour le contrôle est aussi important, car si on doit passer plus d'une journée pour réaliser un test alors que on est sur une chaîne de production, ça ne marchera pas. Il faudra donc adapter le choix de la méthode en fonction de ce que l'on souhaite faire. Également, les matériels disponibles et l'investissement possible pour l'entreprise vont influencer le choix de la méthode de contrôle d'étanchéité. Une dernière chose qui est également importante, c'est le degré de formation du personnel et la qualification du personnel qui rendra possible la mise en œuvre et l'interprétation du signal délivré lors de la mesure de fuite et donc la validité du contrôle d'étanchéité. Pour résumer dans ce petit tableau, les différents paramètres qui vont influer le choix de la méthode sont donc l'objectif de ce que l'on souhaite faire. Est-ce que l'on souhaite comparer l'étanchéité de produits? Est-ce qu'on souhaite mesurer l'étanchéité globale de notre produit et le qualifier? Ou alors est-ce qu'on est en phase de recherche de la fuite et dans ce cas-là, on souhaite localiser? Ce sont différentes méthodes qui sont utilisées. Le cahier des charges de la pièce, les caractéristiques techniques de fonctionnement vont nous influencer le choix de la méthode, la pression, la température, le rôle de la pièce, ses dimensions et ses caractéristiques, et enfin l'environnement dans lequel aura lieu l'essai. Tous ces paramètres sont déterminants en fait dans le choix de la méthode de mesure de fuite. Je vais ainsi pouvoir passer à la présentation des différentes techniques et méthodes qui, vous allez le voir, se séparent en deux grandes parties. Vous avez d'abord la grande famille dite des méthodes quantitatives qui permettent d'effectuer une quantification de la fuite, mais sans pouvoir précisément la localiser. Des fois, on peut s'en approcher, mais des fois, ce n'est pas possible. On a juste une quantification. Dans une deuxième grande partie, une deuxième grande famille, les méthodes dites qualitatives, qui, elles, permettent de localiser la fuite, mais par contre ne permettent pas de quantifier globalement la fuite. Vous pourrez avoir une approximation de sa valeur, mais jamais une quantification réellement précise, ou du moins pas aussi précise que pour les méthodes quantitatives. Nous allons donc attaquer par les premières grandes méthodes, les méthodes dites quantitatives, qui permettent de quantifier la fuite. Vous verrez, nous avons deux grandes familles, la variation de pression ou les gas traceurs. Je vais d'abord attaquer par la variation de pression. Ces méthodes de variation de pression, en termes de coût, ne sont pas forcément très onéreuses à mettre en œuvre. Il faut un capteur de pression, des thermocouples, et après vous pourrez éventuellement, avec des vannes qui sont bien étanches pour effectuer un montage correct, effectuer des contrôles d'étanchéité par chute de pression. Donc cette première technique, ici présentée dans ce slide, est la variation de pression par chute ou par remontée de pression. Par chute de pression, vous avez un objet comme représenté ici sur la photo, un cylindre. Vous souhaitez tester son étanchéité. Vous le mettez sous pression de gaz à sa pression de service. Vous isolez votre montage et vous regardez dans le temps la chute de pression observée sur le capteur de pression que vous aurez installé sur votre système. L'avantage de cette méthode, comme dit précédemment, c'est qu'elle est relativement peu onéreuse. Il vous faut vous équiper d'un bon capteur de pression et de vannes correctement étanches afin de pouvoir garantir la bonne mesure de fuite de votre système. Excusez-moi. La principale difficulté sur cette méthode, c'est la variation de température. Si vous avez une variation de température importante dans votre local, cela va induire une variation de pression au niveau de votre système
Et par exemple, une montée en température dans le local va induire une augmentation de pression à l'intérieur de votre pièce et va éventuellement masquer une chute de pression que vous avez dessus. L'augmentation de température masquant l'augmentation de pression et la chute de pression de la fuite. Ce problème de température peut éventuellement être diminué lorsque vous avez un objet qui est testé par remontée de pression. L'objet à contrôler est placé sous vide. Vous avez ainsi beaucoup moins de molécules présentes dans le système et les variations de température induisent une variation de pression beaucoup plus faible. Les températures deviennent donc un problème un peu moins critique. Cette technique peut être exploitée par différentes méthodes avec des volumes tampons, des mesures par comparaison et peut être affinée en fonction des besoins. C'est une technique qui est relativement très souvent utilisée parce qu'elle peut être utilisée et mise en œuvre dans un temps imparti assez court. Dans assez court, j'entends quand même au moins une dizaine de minutes, le temps de stabiliser les températures dans le système. Le défaut majeur de cette technique est aussi qu'il est très dépendant du volume de la pièce que vous allez tester. Plus la pièce que vous allez tester sera volumineuse et plus il sera difficile d'avoir une bonne sensibilité. Une variation de pression observée dans un dé à coudre suite à une fuite. Si vous prenez la même fuite que vous la mettez sur une cocotte minute, la pression de votre cocotte minute va diminuer beaucoup plus lentement que la pression du volume de votre dé à coudre, parce que le volume est beaucoup plus gros à vider. Donc la sensibilité diminuera en fonction du volume de la pièce que vous aurez testée. Il existe également, en dehors de la mesure de la variation de pression, donc la variation de pression que je vous ai présentée précédemment, c'est une variation, donc c'est un delta P dans un volume fixé sur une durée donnée. Voir la première présentation de la définition de la fuite tout au début des slides. Ici, nous allons mesurer un débit. La pièce à contrôler sera accordée à une source de pression continue, donc une pression constante, et le débitmètre sera placé en intermédiaire afin de mesurer le flux de gaz qui sera émis dans l'objet à contrôler pour pouvoir compenser la fuite de cet objet. La principale difficulté est d'avoir une ordre de grandeur préalable de la fuite que l'on souhaite mesurer afin de pouvoir adapter ici la valeur du débit que l'on souhaite mesurer et d'ainsi la précision du débitmètre à mettre en œuvre. Suivant cette précision, le prix du débitmètre peut augmenter très vite. Cette mesure de fuite est donc une mesure quantitative également et ne permet pas la localisation de la fuite. Tout comme la méthode précédente, la méthode par variation de pression nous permet d'observer une variation de pression, mais nous ne pouvons absolument pas localiser cette fuite. Une méthode quantitative qui permet, elle, de éventuellement localiser la fuite consiste à immerger un objet dans l'eau. Celui-ci sera mis sous pression et vous observerez, comme pour la chambre à air, l'apparition de bulles. On a donc deux techniques possibles pour effectuer la quantification à ce moment-là. Vous comptez le nombre de bulles observées, vous estimez le diamètre d'une bulle et en fonction du temps, vous en déduisez le volume de fuite par unité de temps que vous avez relevé à pression atmosphérique. Vous aurez donc un débit de fuite. La deuxième technique consiste à placer, comme ici sur la photo, une burette graduée remplie d'eau à l'envers dans votre bassine d'eau ou votre récipient d'eau et de recueillir les fuites issues de votre système dans cette burette. Vous avez donc, pour effectuer la mesure du volume, juste à lire le volume sur la burette graduée en fonction du temps. C'est une technique qui est très peu onéreuse, très simple, mais qui peut être très fiable. Le souci de ces méthodes sont plutôt leur sensibilité.
La sensibilité d'une telle méthode est de l'ordre de 10-3 cm3 par seconde ou 10-4 pascal mètre cube par seconde. C'est une sensibilité qui est inférieure à celle présentée dans la mesure par variation de pression au début de ces slides, où l'on a plutôt une unité de grandeur de l'ordre de 10-6, 10-5 cm3 par seconde. Mais ces sensibilités sont très dépendantes pour la variation de pression des volumes que vous allez tester. Ce sont les principales méthodes utilisées pour la variation de pression pour quantifier la fuite. Je vais maintenant aborder une autre grande famille de méthodes, la méthode par gaz traceur. Cette méthode par gaz traceur est beaucoup plus onéreuse que la méthode par variation de pression, parce qu'elle va vous demander l'investissement de détecteurs hélium, hydrogène, ou de détecteurs de fuite, ou de détecteurs de concentration. La méthode par gaz traceur consiste à utiliser un gaz rare, en général de l'hélium, que vous allez mettre dans votre pièce à contrôler, de préférence éventuellement sous pression, et cette présence de gaz traceur à l'intérieur de votre pièce en pression va sortir de l'élément et vous allez pouvoir tracer ce gaz en mesurant sa sortie vers l'extérieur avec le détecteur hélium. Pour faire de la quantification, c'est le premier slide que je vous présente ici, de la mesure par gaz traceur. On va utiliser un détecteur hélium fonctionnant sous vide et prévider l'élément que l'on souhaite tester. Par exemple ici, dans la photo centrale présente sur ce slide, vous avez une boîte de conserve, toute simple, avec un sertissage. Il est nécessaire de qualifier l'étanchéité du sertissage. Pour cela, avec le détecteur hélium passé ici, nous allons le connecter à la boîte de conserve via un raccord adapté et effectuer le vide dans cette boîte. Nous allons ainsi provoquer une différence de pression entre l'extérieur de la boîte et l'intérieur, un delta P. Ensuite, nous allons placer autour du sertissage une enveloppe en plastique, une poche plastique, dans laquelle nous allons insérer le gaz traceur. S'il y a une fuite au niveau du sertissage, le gaz traceur présent dans l'enveloppe externe va entrer dans la boîte de conserve et cheminer dans le détecteur de fuite. Le vide est nécessaire pour plusieurs raisons dans la mesure de fuite globale par gaz traceur en hélium notamment. Elle peut exister également en hydrogène. C'est dans un premier temps d'avoir une très bonne sensibilité au niveau de la mesure, parce qu'en effectuant le vide dans la boîte de conserve, nous allons nous affranchir de l'hélium présent naturellement dans l'air. Dans l'air, nous avons 5 ppm de concentration d'hélium présent naturellement. Si nous mesurons donc une fuite, nous ne pourrons jamais, à pression atmosphérique, mesurer de fuite inférieure à 5-10-6 atmosphères centimètres cubes par seconde avec une présence d'air atmosphérique. On effectue donc le vide dans l'objet à tester, on s'affranchit de la présence de l'hélium puisqu'on l'a préalablement pompé. C'est le premier avantage. Ensuite, le deuxième point pour lequel on doit faire le vide, c'est une nécessité de fonctionnement du détecteur. Un spectromètre de masse hélium, pour fonctionner, il a besoin d'être sous vide. À l'intérieur des détecteurs, vous avez des pompes primaires, secondaires, turbo, moléculaires, qui permettent d'effectuer le vide dans la cellule d'analyse où se trouve un filament, comme le filament d'une ampoule. Ce filament émet des électrons, ionise les molécules d'hélium qui arrivent dans sa cellule d'analyse, et ces ions d'hélium sont ensuite déviés, accélérés et comptés sur une plaque électrique, puis amplifiés. Le détecteur a donc, par nature, besoin d'effectuer le vide afin de conserver le bon fonctionnement de son filament qui émet les électrons. En cas de remise à l'air libre, le filament gris, le détecteur ne fonctionne plus. Donc pour un appareil fonctionnant par spectrométrie de masse, vous avez nécessité d'avoir le vide
dans l'objet que vous allez contrôler. Pour la quantification, nous verrons plus tard que pour le reniflage, nous ne sommes pas forcément obligés de faire du vide. C'est donc une première technique, mise sous vide de l'objet et pardon, mise en place d'une ambiance d'hélium autour de cet objet. Vous avez le même exemple ici pour un petit flacon. Et sur votre gauche, vous avez l'exemple d'un échangeur. La calandre de cet échangeur a été mise en pression d'hélium. Et ici, on vient caractériser les tubes de l'échangeur. Ce sont donc l'intérieur des tubes de l'échangeur qui sont mis sous vide afin de vérifier l'étanchéité de ceux-ci vis-à-vis de la calandre pour éviter tout échange de fluide entre les tubes de l'échangeur et la calandre. Donc mise sous vide des tubes par l'intermédiaire du détecteur et présence de l'hélium en pression dans la calandre. Excusez-moi. Je vais aborder maintenant une deuxième technique qui est sensiblement similaire mais qui fonctionne à l'envers en quelque sorte de ce que l'on vient de voir. C'est la mise en pression avec l'utilisation d'une enveloppe sous vide à l'extérieur de l'objet à contrôler. Si pour diverses raisons, on ne peut pas effectuer le vide dans l'objet à contrôler, alors dans ce cas, on va inverser la méthode et on va faire le vide à l'extérieur. Alors il y a de très nombreux objets qui tiennent la pression, mais qui ne tiennent pas forcément la dépression. Exemple d'un grand réservoir de grand volume, il peut tenir 2-3 barres de pression interne, mais si vous le mettez sous vide, ce grand cylindre de plusieurs mètres cubes va collapser et s'écraser sur lui-même. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'utiliser le réservoir à sa pression d'utilisation. Et nous allons remplacer le gaz habituellement présent dans le réservoir par de l'hélium, par le gaz traceur. C'est l'exemple qui est présenté ici sur ce schéma. Vous avez au centre en vert une pièce, un objet à tester. Celui-ci est mis en pression via une régulation de pression équipée de capteurs, bien évidemment. Et tout autour de cette pièce, nous allons placer une cloche à vide afin d'effectuer le vide autour de la cloche. S'il fuite il y a, vous aurez alors un transit de l'hélium présent dans la pièce vers l'extérieur. L'hélium sera ensuite aspiré dans le détecteur hélium via les pompes et comptabilisé. Ici, vous observerez la présence d'une fuite de référence, une fuite calibrée qui permet la vérification du bon étalonnage du système. Je ne rentrerai pas dans les détails pour cette partie-là, mais elle est nécessaire. Dans le slide suivant, il y a un petit exemple pour illustrer ce que je vous ai dit précédemment. J'ai même un autre slide juste après qui va illustrer cette technique. Ici, voici l'objet à contrôler, un raccord équipé de vannes et d'éléments. Certaines personnes reconnaîtront ce type de système. Nous allons effectuer la mise en pression par l'intérieur et autour de cet élément, nous allons effectuer le vide via un détecteur hélium et une cloche placée dessus. Alors ici, vous avez une idée à peu près de l'encombrement d'un détecteur hélium comparé à une bouteille de mesure de fuite ici que vous avez par produit moussant. Vous avez différentes tailles de détecteurs. Ici, ce n'est juste un exemple. Vous avez des plus petits, des plus gros. Ce n'est qu'un exemple. Dans le slide suivant, on retrouve en fait l'inverse de ce qui a été effectué dans l'exemple précédent vis-à-vis de l'échangeur. Ici, nous allons non plus mettre sous vide les tubes pour les tester, mais nous allons plutôt les mettre à pression de service. Nous utiliserons des bouchons, nous mettrons les tubes à pression de service et le vide sera alors effectué dans la calandre de cet échangeur à la place d'effectuer la mise en pression comme précédemment. Ce sont des essais qui sont relativement longs et relativement coûteux. Mais ils sont d'une fiabilité assez impressionnante car du coup, on remet chacun des tubes à la pression de service. Ensuite, nous allons passer à une autre technique qui est en fait un prolongement de ce que nous venons de voir. Nous avons toujours notre objet à contrôler
Et on ne peut pas forcément mettre d'enceinte fermée autour de cet objet parce qu'il est beaucoup trop gros à contrôler. Du coup, on peut utiliser des bâches disposées localement sur des cordons de soudure. Ces vessie seront mises sous vide, elles sont équipées d'un tissu drainant et raccordées au détecteur de fuite. La pièce à tester est mise sous pression d'hélium et l'hélium transitera de la soudure défectueuse vers la bâche de mise sous vide vers l'intérieur du détecteur. C'est donc un prolongement en quelque sorte et c'est une technique dite locale. On viendra quantifier localement une soudure, par exemple. Il existe d'autres techniques de quantification globale, parce que nous sommes toujours dans la grande famille des quantifications de fuite. Il s'agit d'une technique utilisée avec une mesure de concentration. Donc là, nous n'avons plus besoin d'un spectromètre de masse hélium, nous avons toujours besoin d'un gaz traceur, mais qui peut être différent. Celui-ci, ça peut être éventuellement le fluide ou le gaz en fonctionnement dans le système, et on y met un détecteur du coup de ce gaz approprié. Le principe de cette méthode, c'est donc de mesurer l'augmentation de la concentration dans un volume fermé donné, par exemple ici dans ce cylindre de contrôle. Vous y placez votre pièce à contrôler sous pression de gaz, par exemple un gaz traceur hélium, et vous mesurez dans le temps l'augmentation de la concentration dans ce volume. Vous aurez donc la concentration à un moment donné A, la concentration à un moment donné B avec un temps entre ces deux moments, le volume de votre enveloppe dans laquelle vous avez mesuré l'augmentation de concentration. Vous pourrez alors en déduire le flux de fuite de votre système, le flux de fuite global. Une autre méthode consiste à effectuer ce que l'on appelle du flushing. Cette méthode, pour sa mise en œuvre, nécessite de contrôler le débit d'un gaz porteur, un gaz vecteur, un gaz neutre, de préférence l'azote. Ce gaz va transiter dans une poche que l'on aura mis autour de la zone à contrôler. Il y aura donc une entrée dans votre poche du gaz vecteur et une sortie dans votre poche. Ce gaz vecteur va transporter le fluide, éventuellement de l'hélium, vers la sortie. Vous aurez donc un débit connu, une mesure de concentration de votre gaz en sortie, votre gaz traceur. Vous pourrez en déduire en fonction du temps, du coup, le volume de gaz qui sera émis. C'est ce qu'on appelle la méthode par flushing. Une dernière méthode dans les méthodes dites quantitatives qui nous permettent de faire de la quantification, c'est la méthode de reçuage hélium. Celle-ci est utilisée pas de façon courante, elle est moins connue, mais elle peut être très très pratique lorsque l'on a un objet qui est scellé, par exemple une montre, une pile, une petite pile bouton ou autre, dont on veut contrôler l'étanchéité. Il n'y a pas moyen de se raccorder pour effectuer une mise en pression, ni de démonter, sinon on altère le produit. L'idée est alors de pressuriser cet objet, donc qui doit présenter un volume interne vide. Ce volume devra être connu. Lors de la pressurisation de cet objet par le gaz traceur, ici pour l'exemple de l'hélium va rentrer à l'intérieur du volume scellé. Vous laisserez sous pression, à une pression déterminée, sur une durée déterminée, votre pièce. Au bout de cette durée que vous noterez, vous laissez votre pièce s'aérer à un temps représentant environ 5% de mémoire ou 10% du temps d'imprégnation. Et à l'issue de cette phase d'aération de votre pièce, vous la placez dans une cloche à vide, raccordée à un détecteur hélium, qui n'est pas représenté ici. L'hélium présent alors dans la pièce, s'il y avait fuite, va, avec la dépression créée autour, ressortir de la pièce et être quantifié par le détecteur de fuite
que vous avez de connecter à l'extérieur. Excusez-moi. Cette méthode nécessite d'avoir plusieurs échantillons, notamment d'avoir des échantillons dits défectueux et des échantillons dits conformes, afin de bien discriminer les signaux de fuite et les signaux d'hélium que vous allez avoir sur votre détecteur, de discriminer les signaux issus de la fuite de votre pièce, des signaux émis de l'hélium qui se seraient éventuellement collés, des molécules éventuellement collées sur la surface de votre pièce. Donc c'est une technique, pour résumer, qui est très pratique pour certains objets, mais qui n'est pas très simple à mettre en œuvre parce qu'il faut maîtriser le temps d'imprégnation, la pression d'imprégnation et bien discriminer une pièce bonne d'une pièce mauvaise. Cette technique fait donc partie d'un ensemble de techniques que nous venons de voir de la famille des techniques dites quantitatives. On a vu la variation de pression, le gaz traceur. Maintenant, nous allons commencer à balayer les techniques dites qualitatives, qui permettent donc de localiser et qualifier les fuites. Nous allons commencer dans ces méthodes dites qualitatives par les techniques de variation de pression, tout comme nous l'avons fait dans la première partie. Nous allons retrouver ainsi la technique de la localisation de fuite au produit moussant. On peut observer ici des fuites sur une bonbonne en carbone, des fuites sur un câble, parce que très souvent les câbles électriques, câbles de transmission de données ou d'informations, vous avez un pressé-double qui vient étancher la liaison entre le câble et le pressé-double, mais on oublie que la fuite peut aussi passer dans le câble. Ici, ce câble a été mis en pression, du produit moussant a été aspergé sur l'extrémité du câble, et on voit apparaître des bulles suite au transit du fluide à l'intérieur. L'avantage de ces essais par variation de pression, c'est que vous pouvez utiliser les fluides utilisés en service si ceux-ci ne sont pas nocifs pour le personnel. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'utiliser les gaz traceurs hélium. On observe sur ce slide une apparition également de fuite au niveau d'un raccord. Lorsque l'on emploie cette méthode, quelques précautions sont à prendre. Il faut augmenter la pression progressivement pour ne pas passer à côté d'une grosse fuite. Je m'explique. Si vous mettez le produit moussant et que vous mettez la pression d'un seul coup dans votre système, vous pouvez avoir une très grosse fuite qui sera tellement grosse que les bulles n'auront pas le temps d'apparaître, elles exploseront immédiatement et vous ne verrez pas votre fuite, alors qu'elle est énorme. Un dérivé de cette méthode de la bulle de savon ou du produit moussant est celle que nous avons expliquée tout à l'heure, la bulle par immersion. Donc c'est une méthode qui s'entrecroise. Nous pouvons l'utiliser en quantification, en recueillant les bulles dans un bécher ou une éprouvette, et dans la localisation, et nous permettre de bien voir où se situent les fuites. La même précaution est à prendre, non, pas la même, mais une autre précaution est à prendre pour cette méthode, c'est lorsque vous immergez votre produit, il faut évidemment mettre la pression progressivement et ne pas retirer cette pression lorsque vous sortez votre produit de l'eau. Vous conservez un petit peu de pression à l'intérieur, parce que si vous coupez la pression à l'intérieur et que vous ressortez votre flexible ou votre pièce testée, l'eau peut alors re-rentrer dedans et obstruer la fuite. Vous ne retrouverez donc plus éventuellement votre fuite à l'extérieur. On observe sur ces deux slides, donc ici un tube dans le fond d'amassin avec l'apparition des bulles, donc localisation très aisée, très facile.
Et ici, beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, l'apparition d'un petit lot de bulles qui remonte. Ces techniques sont peu coûteuses et permettent une localisation relativement précise des fuites. Leurs sensibilités sont, comme je le disais tout à l'heure, de l'ordre de 10-3, 10-4. Tout dépend de l'éclairage et de l'acuité visuelle de votre opérateur. Pardon. Les techniques suivantes seront des techniques par gaz traceur. On va donc retrouver sensiblement le même matériel que ce que l'on a utilisé précédemment. Nous allons utiliser la technique dite par reniflage. L'objet que vous allez contrôler maintenant sera mis en pression de gaz traceur, ici l'hélium, par une régulation de pression. Et la technique consistera à balayer la sonde tout autour de votre pièce au niveau des zones à tester, des soudures, des raccords et autres. Vous aurez besoin, lors de ces essais, évidemment, d'une fuite de référence hélium, tout comme dans les essais précédents utilisant le gaz traceur. Juste après, quelques illustrations permettant de mieux vous montrer ce médir. Ici, vous avez une bride avec tout un ensemble d'autres raccords aux alentours sur un système. Le gaz traceur qui a été mis dans la pression, et ici, vous avez une sonde qui va parcourir le pourtour de la bride pour vérifier sa bonne étanchéité. On retrouve également notre bonne boîte de conserve qui nous sert un petit peu dans tous les cas de test. Ici, nous allons la mettre en pression d'hélium. Et si nous avions constaté un flux de fuite précédemment lors des mesures globales, nous allons tenter de la localiser sur la périphérie, donc du sertissage. L'avantage, c'est qu'une fois localisé, nous pourrons demander à un service externe, par exemple pour le matériau métallique et surface, de faire une analyse de la zone défectueuse pour identifier si c'est une fissure de fatigue, un point de corrosion ou autre qui a provoqué cette fuite. La technique dite par reniflage est limitée par la présence de l'hélium naturellement dans l'air. Donc la sensibilité de cette méthode sera de 5-10-6 millibar litres par seconde ou 5-10-7 pascal mètre cube par seconde. Ici, vous retrouvez des exemples de mesures de fuite sur un échangeur et de localisation de ces fuites au niveau du dudionage. Cette méthode complète la méthode que l'on a vue précédemment, où la calandre était mise en pression d'hélium. Les tubes sont mis sous vide d'hélium pour vérifier l'intégrité des tubes. Et maintenant, nous nous attaquons à l'étanchéité au niveau de la brasure ou du dudionage des tubes. Ici, un autre exemple de reniflage fait avec un autre gaz que l'hélium, peut-être un gaz de service. Une autre technique qui peut être utilisée pour faire de la localisation et de la quantification, c'est la technique dite par aspersion. L'objet à contrôler est placé sous vide. Vous utilisez donc un détecteur hélium comme lorsque l'on effectuait les essais par gaz traceur en mesure globale sous vide, raccordé à votre pièce à tester. Autour de cette pièce, vous allez balader un pistolet d'aspersion équipé d'un très fin capillaire pour asperger toutes les zones sensibles de votre pièce à tester. Les soudures, les raccords. C'est une manipulation qui peut être relativement longue et cela est très dépendant de la forme, du volume de votre pièce. La sensibilité de cette méthode est de l'ordre de 10-8, 10-9, 10-8 atmosphères centimètres cubes par seconde. C'est donc une méthode entre guillemets plus onéreuse parce qu'il nous faudra plus de temps, mais qui permet de descendre à une sensibilité meilleure que celle observée par variation de pression précédemment. Quelques exemples pour illustrer mes dires. Ici, vous avez le sertissage d'une bouteille de lait, tout simplement, que l'on va tester en effectuant le vide autour du sertissage ici via une cloche
et on injecte de l'hélium à l'intérieur de la bouteille via un trou dans le fond de l'hélium. Et on vient asperger ici l'hélium. Deux autres exemples qui sont similaires. On effectue le vide dans un outillage RTM, Resin Transfer Molding, qui permet de faire des pièces composites notamment. Vous effectuez le vide à l'intérieur de cet outillage et via un pistolet d'aspersion, vous diffusez de l'hélium sur tous les points sensibles, les soudures, les raccords, et vous mesurez derrière avec votre détecteur le flux de fuite approximatif et vous pouvez quantifier ainsi et surtout localiser votre fuite. Ce sont donc les grandes techniques, entre guillemets les techniques les plus utilisées par gaz traceur. Vous avez donc le reniflage direct et l'aspersion. Ces deux techniques permettent de localiser et de quantifier approximativement les fuites. Nous avons d'autres méthodes que l'on utilise un petit peu moins, mais qui existent, notamment l'observation visuelle des fuites avec des caméras infrarouges. L'exemple ci-dessous vous montre dans une raffinerie l'image telle qu'elle est vue à l'œil humain et l'image telle que le perçoit la caméra infrarouge, où on voit le panache de gaz qui s'échappe de la tuyauterie. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut couvrir une large zone assez rapidement, comparé à une technique de reniflage direct où vous allez devoir passer toutes les brides une par une avec le détecteur. Et la sonde du détecteur, si vous faisiez du reniflage, vous devez la passer autour de votre bride à 1 cm par seconde. Donc c'est relativement lent. Donc l'avantage de cette méthode par caméra infrarouge, c'est d'englober une grande zone de mesure en même temps. Cette méthode est moins sensible, ça doit être de l'ordre de 10-1 cm3 par seconde, je pense, au niveau de la quantification de la fuite. Il existe également des méthodes dites par émission acoustique. L'émission de fluctuation locale en fait, du champ de pression à l'intérieur d'un système lors d'une fuite de l'intérieur vers l'extérieur peut être localisée via des capteurs d'émission acoustique situés par exemple ici sur cette bonbonne en composite. Ainsi, vous allez en regardant les émissions acoustiques repérées sur chacun des capteurs, pouvoir trianguler et éventuellement localiser les zones de fuite sur votre système. Généralement, ce sont des fuites relativement importantes pour qu'elles puissent faire localement des fluctuations locales du champ de pression et induire donc des sons. C'est une technique qui n'est pas toujours très employée, mais qui tend à se développer actuellement. Il existe enfin une dernière méthode. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein, mais il en existe d'autres. Mais que nous présenterons ici, c'est la méthode par ultrasons. L'échappement d'un fluide, d'un gaz au travers une tuyauterie vers l'extérieur. Si cette fuite est relativement importante, peut être écoutée aux ultrasons via un détecteur et un amplificateur d'ultrasons. C'est une méthode qui peut être utilisée notamment pour la localisation de fuites sur les réseaux d'air comprimé dans les entreprises, où là, les fuites engendrées sur les réseaux d'air comprimé peuvent engendrer de grosses pertes financières à l'année parce que la production d'air comprimé dans les entreprises est très énergivore. Donc l'utilisation d'un casque ultrason et d'un amplificateur peut permettre de localiser relativement rapidement ces fuites. Sur ce graphique, vous avez un très gros résumé en fait des sensibilités, des méthodes et des techniques que je viens de vous présenter. Vous avez en abscisse les flux de fuite mesurables par les familles de techniques, donc exprimés en atmosphère centimètre cube par seconde. Oui, c'est une unité qu'on aime beaucoup
dans notre service. Et ici, les différentes techniques. Donc, par variation de pression, à la bulle, qui est une technique également par variation de pression, on observe que le champ de mesure va de plusieurs centimètres cubes par seconde à 10-3, 10-4 cm3 par seconde. En reniflage hélium, on va pouvoir aller beaucoup plus bas et descendre jusqu'à 5-10-6. La limite étant la concentration d'hélium dans l'air. La variation de pression, en fonction du volume et du temps, la durée sur laquelle vous allez réaliser votre essai, peut varier de 10-4 à 10-6 millibars litres par seconde. Les mesures de fuite que vous effectuez à l'hélium vont rarement au-delà de 10-1 parce que le détecteur hélium, comme je vous l'ai précisé tout au début, nécessite d'avoir la présence d'un vide à l'intérieur et donc d'avoir une fuite dite plus petite pour pouvoir maintenir ce vide dans cette cellule d'analyse. Les fuites des slabs sont donc de l'ordre de 10-1 à 10-9, voire 10-10, 10-11 millibars litre seconde ou atmosphère centimètre cube par seconde, si les conditions sont réunies pour avoir de telles mesures. Dans les diapositives qui vont suivre, je vais vous présenter la préparation de ces essais. Donc là, précédemment, on a vu toutes les techniques, les ordres de grandeur de mesure que l'on peut espérer de ces techniques. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il faut faire sur les pièces que l'on va tester pour pouvoir espérer ces sensibilités. Alors tout d'abord, il faut que la pièce à contrôler soit propre, soit sèche, qu'il n'y ait pas d'humidité, parce que quand vous faites le vide dans une pièce qui est humide, vous allez geler l'intérieur et vous allez être limité dans le niveau de vide que vous allez pouvoir faire. Donc vous ne pourrez pas forcément commencer votre test tant qu'il y aura de l'humidité à l'intérieur. Il faut que la pièce soit évidemment propre, comme j'ai dit précédemment, vidangée de son fluide de service, séchée, nettoyée, afin de pouvoir faire véhiculer le gaz traceur à l'intérieur et que celui-ci chemine à travers les fuites. Ici, vous observerez quelques photos qui peuvent rendre très difficile la localisation d'une fuite en raison de la présence de beaucoup de corrosion. La fuite peut sortir d'un côté alors qu'en fait la fuite est émise ici mais chemine via toute la corrosion et ressort par là. Le matériel que l'on va utiliser pour faire la mesure doit être contrôlé et vérifié aussi. Celui-ci doit être évidemment plus étanche que la pièce que l'on doit contrôler. Cela paraît anodin, mais dans certains cas, quand on arrive à des sensibilités de mesure de fuite qui sont très basses, il devient des fois très difficile de trouver un système de raccordement qui soit suffisamment étanche pour accéder aux requis de la sensibilité de la méthode. On observe ici un joint qui n'est pas très propre, un peu huileux et qui nécessite d'être nettoyé. On remarque également qu'il est aplati et qu'il ne reprend pas sa forme habituelle. La préparation d'un essai, donc, c'est la préparation du matériel que l'on doit mesurer, la propreté, la préparation du matériel qui servira à faire la mesure, mais aussi la connaissance de la pièce que l'on va tester. Notamment ici une petite ligne qui est tout bas, il y a 2 mots, volume parasite, mais qui peut vous créer bien des soucis parce que ce volume parasite peut vous empêcher et vous bloquer complètement le contrôle d'étanchéité. Je m'explique rapidement. Vous avez 2 plaques qui sont raccordées l'une à l'autre par 2 cordons de soudure. Si vous avez un cordon de soudure de chaque côté de la plaque, vous ne pourrez pas tester par l'étanchéité de ces 2 cordons de soudure. Le volume qui va être créé entre ces 2 cordons de soudure, en fait, va venir attraper le gaz traceur. Si vous faites, par exemple, sur une boîte hermétiquement fermée, le vide à l'intérieur, vous avez donc un volume parasite coincé entre les soudures internes et externes de votre volume. La fuite qu'il y a au niveau de votre cordon de soudure va provoquer un vide dans ce volume parasite. Et quand vous allez faire une aspersion, par exemple, d'hélium à l'extérieur, l'hélium va venir rentrer dans le volume parasite. Mais avant que cet hélium ne transite du volume parasite
jusqu'à l'intérieur du volume que vous êtes en train de tester, jusque vers le détecteur, il peut s'écouler très longtemps, voire invisible. Et vous ne pourrez pas du coup contrôler votre pièce. Vous verrez qu'il n'y a pas de fuite, mais vous ne pourrez pas dire c'est parce que l'on ne voit pas de fuite qu'il n'y en a pas. Donc c'est un point très important, la connaissance de la pièce que l'on va tester. Au niveau des appareils de mesure, on a donc notifié préalablement le bon nettoyage des appareils, des raccordements, mise en pression, tuyauterie. Il faut aussi prendre avec tout ce qui est spectromètre de Macellium beaucoup de précautions, avec une mise en route au moins une demi-heure à l'avance pour une bonne chauffe de l'électronique, des pompes, un bon dégazage du système à l'intérieur. Il faut aussi veiller à l'étalonnage des équipements, les capteurs de pression, les détecteurs de fuite hélium, et s'équiper pour, sur des derniers cas, de fuite étalons, que l'on verra par la suite. Donc, comme je disais, vérification des matériels nécessaires pour réaliser le contrôle, les états de moyens de raccordement de notre matériel de mesure à la pièce à contrôler, et également nettoyage de tout ce qui est tuyauterie, joints, raccords, vérification de toutes ces étanchéités au préalable avant d'effectuer le contrôle. On observe donc via ces quelques slides qu'un contrôle de fuite, ce n'est pas juste une mesure à un moment donné, c'est une préparation en amont, une connaissance de la pièce à contrôler, une vérification de la technique, de la sensibilité de la méthode, une vérification après sur place du matériel et des états dans lesquels sont les pièces, les états de surface, la peinture, l'humidité, et enfin, au final, un début de contrôle par l'opérateur. Donc, pas mal de temps à passer pour pouvoir préparer un contrôle d'étanchéité. En parlant de l'opérateur, celui-ci doit, pour pouvoir réaliser des contrôles d'étanchéité, être un minimum formé et sensibilisé à la mesure de fuite. Il doit avoir conscience des phénomènes physiques qui se produisent à l'intérieur de ce qu'il mesure pour pouvoir interpréter les signaux délivrés soit par un détecteur de mesure de fuite, soit par un capteur de pression tout simplement, afin de pouvoir notamment se dire que si je n'observe pas de fuite, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y en a pas, c'est peut-être parce que mon matériel n'est pas suffisamment sensible, ou alors mon temps de mesure n'est pas suffisamment long. Par exemple, lors d'une mesure de chute de pression, si votre volume est trop gros, le temps de mesure sera beaucoup trop long et l'opérateur, s'il n'est pas sensibilisé, pourra dire la mesure de chute est OK, je ne vois rien, alors qu'en fait, c'est juste que le volume est très grand par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais il y a une fuite et qui est la même que celle qu'il voit habituellement. Donc l'opérateur, la formation et ses connaissances sont importantes dans le contrôle d'étanchéité. La certification COFREN permet de justifier et de valider ses connaissances. Lors de cette certification, l'opérateur apprend à choisir les techniques de contrôle. Suivant le niveau de certification choisi, il peut également être en mesure d'établir le cahier des charges de contrôle et il est ensuite capable de réaliser les essais dans les règles de l'art et d'interpréter également les mesures et les résultats. Donc on voit ici, dans cette partie, que la connaissance du formateur, pas du formateur, pardon, excusez-moi, de l'opérateur est importante dans le cadre de la réalisation de l'essai. Dans cette dernière partie, je vais vous présenter succinctement le matériel que l'on peut rencontrer lors des différents essais. Alors c'est du matériel que vous avez vu précédemment, dans mes slides précédents. Nous avons en première partie de ce matériel les spectromètres de Macellium. Ces spectromètres, vous en avez de différentes marques, différents fabricants, différentes sensibilités pour faire de la mesure globale, comme sur les exemples sur le côté. Ces spectromètres de Macellium ceux-là font de la mesure globale, donc sous vide, avec la technique sous vide. Ils permettent également de faire du reniflage. L'appareil que je vous présente ci-dessous
ce qui est un exemple, il en existe bien d'autres également, permet uniquement de faire du reniflage. Il est plus petit, il est transportable, mais se limite au reniflage et ne permet pas d'effectuer le vide et d'atteindre des sensibilités telles que vous pourriez les avoir avec un spectromètre de masse hélium comme cela. Ces matériels sont relativement onéreux et il faut compter plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, suivant l'appareil que vous recherchez pour pouvoir en acquérir un. Afin de réaliser des bonnes mesures, vous aurez besoin de vérifier, de calibrer votre matériel, comme je vous l'ai dit précédemment. Selon la technique que vous choisirez en mesure de fuite par gas traceur, vous aurez à choisir une fuite calibrée étalon. Donc c'est un réservoir avec une fuite intégrée qui délivre un flux de fuite connu à la pression atmosphérique. Vous choisirez ces fuites dites calibrées ou étalons, dites plutôt fuite de référence pour être exact, en fonction du critère que vous aurez choisi pour le contrôle. En général, vous vous rapprochez de ce critère. Vous aurez besoin également, pour faire vos mesures, de faire l'acquisition, si vous faites des essais sous vide, de pompes qui sont plus ou moins importantes et plus ou moins grosses suivant les volumes que vous aurez à pomper. Dans ce dernier slide, je vous présente du coup le matériel utilisé pour faire de la variation de pression. Donc ça peut être un manomètre, un capteur de pression différentiel, un capteur de pression ou un manomètre aiguille que l'on trouve très couramment un peu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que on préconise très souvent, associé à un capteur de pression numérique et son électronique, d'associer un capteur à aiguille qui permet d'avoir une redondance de la mesure de pression et d'éviter tout risque d'accident au niveau des opérateurs qui effectueront les contrôles. Et enfin, je n'en ai pas parlé depuis le début, mais vous avez un matériel spécifique pour faire les essais sous vide, type DN40 comme celui qui est présent sur la photo, qui permettent de maintenir au vide et de tirer au vide les éléments. Et il faut bien évidemment, lors d'un essai de pression, toujours avoir en mémoire le fait que la pression est invisible, qu'elle est dangereuse, et que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas cette pression qu'il n'y a pas de risque pour autant lorsque l'on réalise un essai. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, sur ce dernier slide, vous avez des liens vers les formations que propose le CETIM, vers l'accès à la mécatech, les chaînes YouTube et le reste des solutions que peut vous proposer le CETIM. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Pasquereau, pour cette excellente présentation. Juste avant de passer aux questions-réponses, j'invite tous les participants à répondre à ce micro-sondage. Merci à tous. Je vous invite à répondre à nouveau à cette dernière question. Merci. Merci à tous pour votre participation.
Tout de suite, questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Pasquereau. Oui. Existe-t-il une relation pour convertir les flux de fuite d'un gaz à un autre? Alors, oui, il existe des relations qui sont empiriques et ces relations dépendent en fait du régime d'écoulement dans lequel vous allez avoir votre fuite. Vous pouvez avoir un régime d'écoulement visqueux, plutôt pour les pressions hautes, mais lorsque vous êtes sous vide, vous allez plutôt être soumis à un régime d'écoulement moléculaire. Dans le régime d'écoulement visqueux, le calcul d'un flux de fuite d'un gaz vers un autre gaz se fera principalement, sera lié à la viscosité du coup de ces gaz, au rapport des viscosités de ces gaz. Alors que si le flux de fuite est constaté à un niveau beaucoup plus faible, de l'ordre de 10-5, 10-6, dans ce cas-là, nous sommes plutôt dans des régimes moléculaires et le calcul pour passer d'un gaz à un autre est alors plutôt basé sur le rapport de la racine carrée des masses molaires des molécules que l'on souhaite tester. Par exemple, il faut, si on souhaite convertir une flux de fuite en air en flux de fuite hélium, il faut passer par le rapport des masses molaires de l'air et de l'hélium. Pour euh, une conversion, si vous êtes dans le cadre d'une petite fuite de l'ordre moléculaire, et si vous êtes dans le cadre d'une fuite plutôt visqueuse, il faudra alors plutôt avoir le rapport des viscosités de l'air sur la viscosité du gaz en question. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Il existe un test d'étanchéité à l'ammoniac. Est-il encore pratiqué aujourd'hui? Alors oui, il existe en effet un test d'étanchéité ammoniaque. Je n'en ai pas parlé ici parce que, entre autres, nous ne l'utilisons pas souvent, voire jamais. Il est souvent utilisé sur les méthaniers pour contrôler les très 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 grandes surfaces. C'est un contrôle visuel qui est effectué, donc un changement de couleur sur une paroi qui est observé par un opérateur, mais nécessite de grandes concentrations d'ammoniac pour effectuer ces tests et des conditions de sécurité qui sont difficiles et très strictes à mettre en œuvre. Donc généralement, on arrive à des sensibilités qui sont équivalentes avec les gaz traceurs hélium, sans pour autant avoir besoin d'utiliser de l'ammoniac. C'est pour cela que cette méthode tend en fait à disparaître, même si elle est toujours utilisée, parce que ça reste une solution, une des seules solutions pour certains très 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 gros volumes tels que les méthaniers. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Quelle pourrait être la marche à suivre pour repérer les fuites qualitatives sur une installation alimentée en eau sous pression? Plusieurs kilomètres d'installation. Plusieurs kilomètres d'installation. Faites la question à nouveau. Oui, oui, oui. Alors, pardon, allez-y. Quelle pourrait être la marche à suivre pour repérer les fuites qualitatives sur une installation alimentée en eau sous pression? Entre parenthèses, plusieurs kilomètres d'installation. Alors, déjà, la première chose à effectuer, c'est d'avoir une quantification globale de la fuite pour avoir un ordre d'idée de ce que l'on recherche. Je dirais qu'il faut d'abord faire éventuellement un essai par chute de pression sur un ton. Si on a plusieurs kilomètres de tuyauterie, on peut faire ce test par variation de pression, donc sur peut-être plusieurs jours, pour arriver déjà à avoir une ordre de grandeur de ce que l'on recherche. Une fois que l'on a obtenu l'ordre de grandeur de la fuite, à partir de ce moment-là, on peut soit effectuer un contrôle par tronçon en sectionnant les éléments les uns après les autres et en observant des chutes de pression si c'est possible d'une partie ou d'une autre du système pour sectionner la recherche
et après préciser de plus en plus et resserrer la recherche sur la zone de fuite, ou alors éventuellement, si la fuite est relativement fine et sera difficilement détectable à la chute de pression, il faudra dans ce cas-là utiliser plutôt une mesure de fuite par gaz traceur hélium et je dirais peut-être s'armer de patience pour pouvoir trouver avec la méthode par reniflage la fuite sur la tuyauterie. Si jamais on a affaire à une fuite qui est relativement importante, on a vu précédemment qu'il y avait la caméra infrarouge, si la fuite est très importante, qui peut être utilisée pour visualiser un ensemble de fuites sur un parc. Et ça peut être une solution pour repérer beaucoup plus rapidement une fuite aussi. Donc pour résumer, première chose, c'est quantifier la fuite pour savoir à quel type de fuite on a affaire. Ensuite, sectionner le système pour pouvoir localiser un peu plus précisément. Et enfin, effectuer un test éventuellement en reniflage hélium ou alors, si la fuite est très importante que l'on a mesurée initialement, faire un test à la caméra thermique. Merci, monsieur, pour cette réponse. N'hésitez pas à nous remonter, à nous poser toutes vos questions. Question suivante, monsieur Pasquereau. Existe-t-il une base de données des seuils de fuite acceptables suivant les applications? Alors, malheureusement, non. En fait, c'est une question qui revient assez fréquemment. C'est tout simplement quel est le critère d'étanchéité que je vais mettre sur mon produit. Chaque produit a son utilisation. Chaque produit dépend de normes différentes. Vous allez avoir des normes pour l'agroalimentaire, des normes pour l'industrie automobile, des normes pour l'aérospatiale, des normes pour le bâtiment. À chacune de ces normes et à chacun de ces produits sont liés en général des tolérances et des critères. Vous avez aussi des normes pour le pharmaceutique. Et dans certaines de ces normes, pour notamment le nucléaire, pour le pharmaceutique, pour l'aérospatial, vous avez des critères qui sont imposés en fonction de l'utilisation du produit. Je dirais donc qu'il n'existe pas de recueil en fait pour tous les produits qui existent parce qu'il y en a de trop, mais c'est plutôt par secteur d'activité qu'il faut rechercher les références et les valeurs de critères de fuite acceptables. Si elles ne sont pas indiquées dans ces normes, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour trouver les critères de fuite acceptables, c'est définir à partir de quel moment la perte de liquide ou de fluide ou de gaz dans notre système va induire un défaut de fonctionnement du système ou une dangerosité. À partir du moment où on se dit j'ai perdu plus de 30 litres, ce n'est plus acceptable, mon système va s'éteindre, on peut remonter du coup de ce volume de fuite acceptable à un seuil de fuite en air ou en hélium pour pouvoir adapter un contrôle et définir le critère d'étanchéité. Mais il n'y a pas malheureusement de recueil avec les seuils de fuite acceptables pour chaque produit. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Est-ce qu'il y a des moyens de détection de rentrée de pollution dans un milieu protégé? Alors, en général, je dirais des moyens de détection de rentrée de pollution. Là, on parle en général de zones de confinement, de boîtes à gants. Ce qu'il faut voir dans ce cas-là, je pense, c'est plutôt partir sur une mesure de concentration. La mesure de la concentration d'un produit en particulier qui ne devra pas rentrer dans une salle ou dans un caisson isolé d'isolement, quels sont les gaz qui ne doivent pas rentrer et qui perturberont le bon fonctionnement de ce qui se passe dans le caisson ou dans le gaz ou autre. Et je dirais qu'il faut faire l'acquisition de ce type de mesure de concentration
de gaz qui peuvent influencer dans le fonctionnement derrière. Mais en dehors de cette mesure, donc qui peut être continue, il peut être fait une relation entre la quantité de gaz qui ne doit pas rentrer dans la boîte ou l'élément confiné et un gaz et le gaz traceur comme l'hélium, comme j'ai expliqué précédemment. On peut faire une corrélation et mettre en place du coup une mesure de fuite globale sur le système en mesurant une augmentation de concentration par mesure par accumulation, par exemple, dans le système. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que pour pouvoir mesurer un flux de gaz d'un élément confiné, d'un élément de l'extérieur vers un élément confiné, il faut soit donc s'équiper de mesureurs de concentration du produit que l'on recherche, ou alors effectuer une corrélation et donner un flux de fluide global en hélium sur la boîte ou l'élément confiné, le déterminer en faisant des mesures par accumulation. Après, je reste disponible pour pouvoir discuter plus précisément de la question parce que il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu dans cette question afin de définir plus précisément la méthode à mettre en œuvre. Très bien, merci monsieur pour cette réponse. Question suivante. Est-ce que l'utilisation sur un site chimique d'un test par ultrasons ne pose pas problème à cause de la pollution sonore qui risque de fausser l'écoute? Alors, oui, en effet, elle peut fausser l'écoute à cause des bruits environnants. Par ultrasons, c'est une méthode que l'on utilise très très peu parce qu'en fait, elle permet de recueillir vraiment les grosses suites pour pouvoir avoir un, un son ou un ultrason plutôt dirais-je émis. Il faut qu'il y ait un flux qui soit relativement important pour pouvoir être entendu parmi le bruit environnant. Ça peut être relativement difficile en effet. Après, il existe des outils et des détecteurs ultrasons plus ou moins sensibles en fonction de ce qu'on recherche et des outils adaptés pour focaliser les sons venant d'une zone. Donc, on peut par exemple utiliser une parabole assez grande pour d'abord avoir une vue d'ensemble assez large sur les systèmes et après changer d'outil sur le détecteur ultrason, avoir quelque chose de plus focalisant pour resserrer la mesure du bruit du son et qui vient, dans ce cas-là, éliminer les bruits parasites environnants parce qu'on vient focaliser la mesure en resserrant petit à petit la zone de mesure. Après, dans cette méthode de mesure de fuite, je dirais que nous sommes, enfin, de notre côté, nous ne sommes pas forcément experts parce qu'on l'utilise de temps à autre, mais très 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 rarement. Mais elle peut être abordée de cette façon-là. Il y a les personnes de US System qui font des mesures de fuite par ultrasons. Je pense à eux notamment. Très bien, merci monsieur pour cette réponse, pardon. Dernière question. Que pensez-vous de la technologie détection de fuite, spectrométrie de masse? Alors, la technologie de mesure de fuite par spectrométrie de masse, donc c'est ce que l'on utilise quand on fait le gaz tracer hélium. C'est une méthode qui est très sensible. On a pu voir qu'elle descend jusqu'à 10-9, 10-10, 10-11 pascal mètre par seconde. Mais elle nécessite une mise en œuvre très particulière, très pointue. Le matériel est onéreux, ça nécessite donc d'avoir un spectromètre de masse hélium qui est un investissement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. Et cette méthode ne permet pas forcément de localiser les très grosses fuites, comme je l'ai montré précédemment dans les slides où on voit les mesures de fuite par gaz tracer. Dans le slide où vous avez les différentes sensibilités en fonction des différentes méthodologies. Donc je dirais que la méthode par spectrométrie de masse est une méthode technique très pointue qui permet d'obtenir de très bons résultats très précis, mais qui est à bien adapté en fonction de ce que l'on cherche.
Merci, Monsieur Pasquereau, pour toutes vos réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinaire, Panorama des méthodes de contrôle de fuite. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur Steven Pasquereau. Merci à Merci à vous. notre partenaire, le CETIM. Vous retrouverez le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire.